Плюс. En Ukraine, l'intelligence artificielle s'est imposée comme une réalité militaire. On utilise l'intelligence artificielle pour piloter le drone. Chaque drone a sa propre conscience et peut prendre ses propres décisions. Le champ de bataille évolue sans cesse, à la vitesse des algorithmes. Je crois que ça deviendra une guerre des robots. On sauvera plus de vies. Ce sera comme dans un film. On est maintenant à Kiev. Et si on saute dans une voiture, 10 heures plus tard, on est sur le front. Donc si je construis la nouvelle version d'un produit pour l'heure du déjeuner, à l'heure du dîner, il est testé. L'IA change la donne dans cette guerre. C'est aussi une guerre d'ingénieurs. Les logiciels combattent aux côtés des hommes dans les tranchées. Plongés dans un pays devenu laboratoire des guerres de demain. Ce matin-là, ingénieurs et pilotes testent un système sur lequel Swarmer, leur start-up, travaille depuis des mois. Leur objectif, transformer une flotte de drones bon marché en une meute, un essaim autonome capable de prendre des décisions sans intervention humaine. Il s'agit aujourd'hui d'entraîner les drones à choisir seuls leur chemin. Là, vous pouvez voir les drones au sol s'afficher sur la carte. Ils peuvent voler sur 10, 15 km et ils ne reviennent pas parce que ce sont des drones kamikazes. Ils décident seuls de la trajectoire vers la cible. Ils décident dans quel ordre ils y vont, le premier qui arrive, le second, et le chemin qu'ils déterminent entre eux est planifié grâce à l'intelligence artificielle. L'algorithme les fait choisir leur chemin de manière à ce qu'ils n'entrent pas en collision. Début du test. Les pilotes observent le comportement des drones qui décollent les uns après les autres. Les appareils ajustent tous leur trajectoire en temps réel, sans aucune erreur. Là, 2 d'entre eux restent au-dessus de la cible et le troisième suit. Le premier va frapper, ensuite le deuxième va frapper et ce sera le tour du troisième. C'est un succès. Des membres d'unités de l'armée ukrainienne sont présents pour découvrir ce programme. Тобто вони зараз без участі в операторах. Третього дрона почнеш сажати першою. Так, куди поїхав на втору? Le système n'est pas encore déployé sur la ligne de front, mais déjà l'entreprise Swarmer veut franchir une autre étape. Entraîner ces drones chargés d'explosifs à choisir seuls leur cible. Vassil, l'un des développeurs, y travaille d'arrache-pied. Cette technologie doit être testée de manière rigoureuse et elle pose encore quelques questions. Le drone doit bien déterminer s'il s'agit du soldat ukrainien ou du soldat russe, évidemment. Ça doit être très bien géré parce que, bien sûr, on ne veut pas que les drones frappent nos soldats. C'est pour cela qu'on agglomère beaucoup de données qui permettent à nos drones d'apprendre. Drones autonomes, algorithmes de plus en plus poussés. Comment l'Ukraine est parvenue si rapidement à mettre l'intelligence artificielle au cœur de sa stratégie militaire? Le 24 février 2022, lorsque les troupes russes envahissent le pays, l'Ukraine dispose à peine d'une armée structurée. Il n'est question ni de missiles ni de drones,
les habitants défendent les villes et les villages avec des cocktails Molotov. Là, c'est du plastique. Une partie avec de l'huile de moteur et là, 2 parties avec de l'essence. 3 ans plus tard, l'Ukraine mène désormais des opérations audacieuses au cœur de la Russie, grâce à des drones dotés d'intelligence artificielle. La plus spectaculaire, l'opération Toile d'araignée. Elle est menée par le SBU, le renseignement intérieur ukrainien, après plusieurs années de planification. Des petits drones entraînés par l'intelligence artificielle sont dissimulés dans des camions et importés clandestinement en Russie. Le 1er juin 2025, la flotte de drones décolle et détruit une partie de l'aviation stratégique russe. En réalité, l'intelligence artificielle fait son entrée dans la guerre quelques jours après l'invasion. Un homme comprend dès le départ qu'en infériorité numérique face à la Russie, l'Ukraine va devoir répondre par la technologie. Mikhailo Fedorov a 30 ans à l'époque. Il est aujourd'hui ministre de la transformation numérique. Ça a commencé vers le 25 ou le 26 février, quelques jours après la grande invasion, parce que beaucoup de Russes ont été tués par les unités de l'armée ukrainienne et des forces de défense en général. Nos militaires avaient des photos de ces personnes et elles ont commencé à tomber entre nos mains. On les a centralisées. Alors nous avons commencé à chercher qui étaient ces personnes et où elles servaient, parce qu'ils avaient tous des papiers sur eux. Mais on ne savait pas s'il s'agissait de conscrits ou de militaires de carrière. Alors on a trouvé une solution basée sur l'intelligence artificielle qui nous a permis de faire des recherches par visage et de trouver des pages sur les réseaux sociaux et de rechercher ces personnes. Qui sont-elles? Qui sont leurs proches? Ensuite, on avait un groupe de personnes pour écrire à leurs proches qu'on avait identifiés, pour leur dire « Vous avez un membre de votre famille en Ukraine. Il est venu dans notre pays, c'est un occupant, il a essayé de tuer notre peuple, mais il est mort en Ukraine. » Ce fut la première utilisation de l'intelligence artificielle. Et ensuite, on a commencé à l'utiliser dans tous les domaines. Une rencontre va tout accélérer. 4 mois après l'invasion russe, le président ukrainien et Mikhailo Fedorov, le jeune ministre, reçoivent Alex Karp à Kiev. Il est le patron de la société américaine Palantir. Le logiciel créé par Palantir sait analyser une grande quantité de données grâce à l'intelligence artificielle. Le renseignement américain l'utilise et le patron de Palantir propose d'en fournir une version à l'Ukraine. Désormais équipée du précieux logiciel, l'Ukraine va faire un bond dans l'utilisation de l'IA. Grâce à elle, le champ de bataille est devenu plus lisible. Nous sommes sur la ligne de front de Kupiansk, l'une des plus actives d'Ukraine. Les forces russes mènent des assauts quotidiens pour contourner la ville et la prendre en tenaille. Des filets anti-drones ont été installés sur les voies logistiques, car ici, ils saturent la zone. À Kupiansk, les drones sont comme des centaines de snipers postés dans le ciel. Les Russes font la même chose de leur côté. Nous, on construit cela depuis 4 jours. Les voitures ciblées sur le bord de la route en témoignent.
Ici, le seul moyen de combattre, c'est de ne pas être vu. Ces soldats vivent en sous-sol. Il serait suicidaire de rouler vers les positions plus avancées. Alors, ce sont aussi les drones qui ravitaillent les hommes. Ça, c'est tout ce dont les gars ont besoin. On envoie de l'eau, du chocolat, jusqu'au masque à gaz avec des filtres. Ça arrive qu'on perde des drones à cause des brouilleurs, mais on a des réserves à leur envoyer. On travaille non-stop. Cette unité du renseignement militaire ukrainien a été déployée sur cette position il y a un mois. Au poste de commandement, les officiers doivent repérer les mouvements ennemis, planifier les relèves, coordonner les frappes en analysant les heures d'images qui arrivent en temps réel. Ici, l'intelligence artificielle est un allié de poids. On a ici sur ordinateur ce qu'on appelle le journal du champ de bataille. Et dans ce journal, il y a les enregistrements de tout ce qui se passe sur le front. Les opérations dans tel ou tel endroit. Par exemple, les tirs d'artillerie. L'opération en cours de ce pilote. Tout ça, on y a accès. Et c'est quoi le but? Quand ces données sont enregistrées dans le journal, on peut faire des requêtes et chercher parmi tous ces événements en utilisant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle comme mémoire pour les commandants, mais aussi comme aide à planifier les opérations. Ce jeune officier se souvient de l'une d'elles, un raid mené dans la région de Kherson en 2022. Il s'agissait pour ce bataillon de débarquer à bord de bateaux pneumatiques sur la rive contrôlée par les forces russes et d'attaquer l'une de leurs positions. L'intelligence artificielle a aidé cet officier à choisir où mener l'assaut sur le fleuve. Cette fois-là, nous avions pour mission de trouver un endroit sur une zone de plus de 70 km qui soit un point faible dans la défense de l'ennemi et de le proposer à l'état-major supérieur pour le débarquement. Pour ça, on a sollicité l'intelligence artificielle pour analyser un grand volume de données à notre disposition. Parce que d'un point de vue technique, physique, il est difficile pour une personne de faire ça. L'intelligence artificielle peut analyser toutes ces données et permettre, disons, des cercles de recherche. Où est le plus grand nombre de personnes ennemies, de véhicules? Quels sont les endroits les plus fortifiés? Parce que j'ai des options. Chercher les véhicules blindés, de l'infanterie, des véhicules spéciaux, de l'artillerie, des embuscades, des équipements de communication, des caméras, et ainsi de suite. Et toutes ces options, une fois analysées, vous permettent de ne pas chercher une aiguille dans une botte de foin de 70 km, mais dans une zone étroite, kilomètre par kilomètre, 2 km par 2 km. Le choix est le vôtre à la fin, mais cela aide à vous corriger. Comme lui, la plupart des officiers au poste de commandement ont moins de 30 ans. Ils sont nés à l'ère du numérique. Leur commandant, plus âgé, a connu les opérations sans technologie, sans drone, sans IA. Il se félicite de son arrivée et s'en sert comme une sorte de super conseiller. Nous avons un logiciel appelé Kropiva, dans lequel sont enregistrées de nombreuses informations sur ce qui se passe sur le front. Ces informations nous parviennent en temps réel. Quelqu'un va écrire « Il y a un champ de mines là-bas ». Quelqu'un va ajouter sur le logiciel « Il y a de l'artillerie ennemie là-bas ». Quelqu'un l'a dit, il en est sûr. Ensuite, arrive une autre information. Là, c'est le quartier général ennemi. Cela représente énormément d'informations. Et vous n'allez pas dans tous ces endroits pour vérifier toutes ces informations par vous-même. Vous ne pouvez pas, cela prend trop de temps. Cela change extrêmement rapidement. C'est plus qu'une quantité incroyable qui arrive à chaque instant, chaque jour, chaque heure. Seule l'intelligence artificielle peut gérer de tels volumes. Elle sélectionne, vérifie, elle a la capacité de clarifier tout cela. Bien sûr, ce n'est pas à 100%, mais nous obtenons un résultat. Elle effectue un travail énorme qui nous fait gagner beaucoup de temps. Quand je vois ça, je me dis que demain est à nous, que nous allons totalement changer.
Les progrès sont fulgurants pour l'aide à la décision. Mais pour autant, l'arrivée de l'intelligence artificielle ne change pas encore complètement la donne pour l'armée ukrainienne. Les drones armés assistés par l'IA n'en sont qu'à leur début, et le champ de bataille leur pose encore beaucoup de problèmes. Dans la région de Kharkiv, près de la frontière russe, ce groupe de combat commence son opération. Ces soldats appartiennent à l'unité Achilles, spécialisée dans l'utilisation de drones. Ils doivent éliminer les opérateurs russes d'un drone longue portée qu'ils traquent depuis 2 semaines. Les ennemis sont situés en Russie, à une trentaine de kilomètres d'ici. L'autre ennemi ce matin-là, c'est le froid. Il complique chaque mouvement. L'arme de l'unité, c'est ce drone kamikaze doté d'intelligence artificielle. Il est capable, en théorie, de poursuivre seul sa trajectoire vers sa cible, une fois verrouillée. L'intelligence artificielle peut aider pour arriver sur la cible, surtout quand la cible est située à une longue distance. Pour aller jusqu'à la cible, on utilise un système vidéo et c'est l'un des points faibles des systèmes sans pilote aujourd'hui. L'intelligence artificielle peut aider à naviguer jusqu'à la cible quand on perd la liaison vidéo. À l'intérieur de la position, un navigateur aide le pilote à faire route vers la cible. On a bien les 4 qui chargent là? Oui, oui. Ok, super. Il le guide à l'aide d'une carte. Une manette leur permet d'activer le système d'intelligence artificielle embarqué dans le drone. Mais à plusieurs reprises, l'ensemble des signaux vidéo sont perdus. Même le dernier, dont a besoin l'intelligence artificielle du drone. On en est où des batteries? 55. L'image revient, les pilotes russes sont repérés dans cette voiture. C'est là, on y va. Le drone se précipite sur eux. Ouais, super, on l'a eu. C'est bon les gars. L'opération est un succès, mais le groupe n'a pas pu utiliser l'aide de l'intelligence artificielle. Le signal était trop dégradé. On a dû faire manuellement. C'est l'un des aspects de l'IA. En théorie, ça marche. Mais cette technologie est encore brute. Parfois, comme je l'ai déjà vu, on fait face à beaucoup de limites. Parfois, le soldat ukrainien fonctionne mieux que l'intelligence artificielle. Les pilotes ne s'en cachent pas, ils préfèrent encore agir manuellement plutôt que de rater leur cible à cause d'un problème technique. Il faut tester et tester encore les innovations avant d'avoir un résultat fiable sur le champ de bataille. Le commandant de l'unité Achilles, Yuri Fedorenko, intègre vitesse grand V les nouvelles technologies dans son unité. Mais la machine, dit-il, n'est pas prête de remplacer l'homme. Personne ne peut remplacer un soldat sur le terrain. Si l'on parle d'un fantassin, je ne peux même pas imaginer où le soldat pourrait disparaître du terrain. Le fantassin est notre atout majeur. Là où se trouvent les jambes d'un combattant, nous contrôlons le territoire. Là où les combattants ennemis n'ont pas mis leurs pieds, nous contrôlons le territoire. C'est tout à fait évident. Est-il possible de simplifier le maniement des drones à l'aide de l'intelligence artificielle? Bien sûr, c'est possible. Mais nous devons toujours avoir une option de réserve. Et cette option, c'est une personne humaine. Lorsque l'intelligence artificielle remplacera complètement une personne, ça veut dire que l'IA sera en capacité de prendre une décision là où une personne est pour le moment indispensable. Mais je ne pense pas voir ça de mon vivant. Enfin, qui sait? La technologie se développe si rapidement. Une guerre technologique qui se développe rapidement, mais qui a un coût. En Ukraine, la société civile et les levées de fonds financent une partie de l'armement. Lorsqu'il devient complexe, les coûts s'envolent et les unités doivent faire des choix. Un petit drone kamikaze doté d'intelligence artificielle vaut 2 à 3 fois plus cher qu'un modèle normal.
C'est dur de se battre contre la Russie avec une approche conventionnelle. En menant une guerre conventionnelle, il est très difficile de gagner contre un pays beaucoup plus grand, sans innovation. L'intelligence artificielle est une part significative de l'innovation. On doit être plus malin. Cette phase de la guerre est celle des mathématiques, les maths de la guerre. Et le plus grand défi pour nous, c'est de financer les capacités de l'industrie de défense que nous avons déjà. Pour l'instant, on peut déjà produire pour cette année pas moins de 35 milliards de dollars d'armement et de munitions, mais nous n'avons que 15 milliards disponibles. Ça veut dire que nous ne tournons pas au maximum de nos capacités, et c'est douloureux d'être capable de produire, mais de ne pas avoir assez de financement pour envoyer ces armes sur la ligne de front quand votre pays est en guerre. Malgré les difficultés, l'Ukraine continue d'inventer et essaye de faire mieux avec moins. Les jeunes ingénieurs savent que chaque nouvelle idée peut contribuer à sauver des vies, et pas seulement sur la ligne de front. C'est bon, c'est prêt. On va essayer de trouver une bonne position, au-dessus de l'herbe, là-bas. Voici un drone dont la principale mission est humanitaire. Il ne prend pas son envol pour tuer, mais pour déminer. Le conflit laisse chaque jour d'immenses parties du territoire ukrainien piégées. Des forêts, des champs, des villages. Alors, dans ce pays où la technologie est devenue une seconde nature, ces ingénieurs mettent l'intelligence artificielle à contribution. On peut visualiser le champ en temps réel. S'il repère des mines, ça apparaît directement sur l'écran ici. Sur l'écran, une grenade apparaît. Puis le drone détecte un obus de mortier. Grâce à leur intelligence artificielle embarquée, tous ces drones sont capables de repérer et d'identifier le type de mine sous terre bien plus rapidement que l'homme. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut inspecter 1 hectare en 5 minutes. Mais pour une personne, faire une inspection visuelle, ça va prendre une journée, voire plus. Parce qu'une personne peut vraiment se concentrer 15 minutes, pas plus. Ensuite, le champ vous apparaît comme identique. C'est très dur de repérer chaque bout de mine ou chaque objet suspect. Mais l'intelligence artificielle peut le faire très rapidement. Par exemple, si on doit inspecter un terrain de football, on peut le faire en 5 minutes. Le déminage à proprement parler est ensuite fait par l'homme, mais la cartographie des zones minées permet au gouvernement ukrainien d'établir les lieux prioritaires et les moyens à déployer. Les start-up ukrainiennes rivalisent d'ingéniosité pour résister, mais aussi pour reconstruire plus rapidement. Elles inventent, elles codent dans l'urgence, et l'État ne leur impose aucune limite. Nous avons accordé une liberté maximale aux entreprises et aux start-up. Nous sommes devenus une sorte de capital-risque géant. On accorde rapidement des subventions. On a simplifié les procédures pour le développement des petites entreprises. On a réduit les impôts. Pour 25% des entreprises impliquées dans la guerre, nous organisons régulièrement des compétitions d'innovation. Nous avons donc créé une forme de pop culture pour qu'on se dise « Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça ?» Eh bien, c'est à la mode, on peut gagner beaucoup d'argent et ça va sauver la vie de nos militaires.
guerre. On continue à ouvrir le marché. Nous n'avons pas seulement créé ces conditions pour les drones et l'intelligence artificielle. Ce sont des conditions concurrentielles, basées sur le marché. On l'a fait pour les missiles, on l'a fait pour les munitions. Et partout où nous donnons la liberté aux entrepreneurs, une révolution technologique se produit. Je suis donc convaincu que c'est notre avantage sur la Russie dans ce domaine. Dans les bureaux de l'entreprise Swarmer, nous retrouvons Vassil, l'ingénieur qui développe des drones capables de prendre des décisions sans l'homme. Il se souvient du moment où l'algorithme a fonctionné pour la première fois. C'était des sentiments mélangés. Le premier, ah ok, on est vraiment cool, on est en train de faire la différence. Mais ensuite, j'étais, je ne peux pas dire effrayé, mais je me disais, ok, on a l'intelligence artificielle, on a les drones, ils sont autonomes, et s'il se passait quelque chose qui n'est pas prévu, les drones pensent par eux-mêmes, et s'ils décidaient de nous frapper, on développe quelque chose. Bien sûr, c'est la première étape. Mais quelle sera la prochaine étape? Dans 2 ans, dans 3 ans, j'ai commencé à penser à ça et j'ai arrêté parce que sur le moment, j'étais vraiment content que ça marche. Ces ingénieurs civils, entrepreneurs, soldats du rang, officiers, femmes et hommes politiques révolutionnent la guerre malgré eux. Ils ont enrôlé l'intelligence artificielle au sein des unités et ont lancé les lignes de code sur la ligne de front. Tous nous l'ont dit, de la technologie dépend la survie de leur pays.